Good evening, uh, everyone. I would like to start by indicating that we have a simultaneous interpretation for this session. If it works, you can access it by clicking on the little globe at the bottom of the screen. Bonjour à tout le monde. Je voudrais commencer par indiquer que nous avons une interprétation simultanée pour cette session. Vous pouvez y accéder en cliquant sur le petit globe au bas de l'écran pour choisir entre le français et l'anglais. Je vous souhaite chaleureusement la bienvenue à toutes les personnes, à toutes les participantes et à tous les participants ici au Canada et à l'étranger. Je suis Cheikh Tidiane Bangoura, président du groupe de réflexion sur l'Afrique du Conseil international du Canada à Ottawa. Nous sommes ravis de vous accueillir à ce webinaire international avec un petit retard pour quelques petites raisons techniques. Le thème du jour, c'est la communauté afro-atlantique, perspective, structure géopolitique et portée internationale. Je tiens à souligner que nous tenons cette session à partir d'Ottawa, territoire traditionnel non cédé du peuple Anishinaabe, Algonquin. Chers participants et participantes, nous estimons qu'à fur et à mesure que l'Afrique se développera, ces pays élargiront leur coopération et chercheront des partenaires appropriés. Il est donc important pour le Africa Study Group. Il est important aussi dans le cadre du mandat du Conseil international du Canada. Nous estimons qu'il est important que le narratif sur l'Afrique change pour mettre en évidence les opportunités pour le Canada et pour la coopération entre le Canada et l'Afrique. Pour revenir au vif du sujet, la façade atlantique de l'Afrique rassemble les principales ressources et les principaux défis du continent africain dans un espace géopolitique. Les 23 pays qui l'abordent représentent 46% de la population africaine, 55% du BIP de l'Afrique, 57% des échanges commerciaux du continent et d'énormes ressources naturelles, disons 24 milliards de barils de pétrole prouvés au large du golfe de Guinée, selon le Centre de stratégie, le Center for Strategy and International Studies de Washington. Cependant, ces pays restent confrontés à des défis communs, les problèmes socio-économiques, la résolution des différends territoriaux et maritimes, la montée de la menace asymétrique, piraterie, terrorisme, crime organisé, l'appropriation de l'espace maritime ainsi que l'accès à l'océan Atlantique pour les pays sahélo-sahariens. Plusieurs pays de la sous-région ont travaillé ensemble pour construire une communauté afro-atlantique. Le but de cette session aujourd'hui du groupe de réflexion sur l'Afrique du Conseil international du Canada est d'apporter un éclairage sur les enjeux, la structure géopolitique et la portée internationale de la nouvelle communauté afro-atlantique. Nous avons l'honneur d'avoir deux invités. Notre invitée d'honneur, c'est Madame Souria Othmani, ambassadeur du Royaume-Uni auprès du Canada. Madame Souria Othmani, diplomate de carrière, a été ambassadeur de Sa Majesté le Roi en République tchèque de décembre 2011 à avril 2018. Et auparavant, elle était consul général à Montréal de septembre 2004 à juillet 2011. De 2001 à 2004, elle a occupé le poste de chef adjoint du protocole au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Royaume du Maroc.
de 1998 à 2001. Elle a servi au poste de second au chef de mission de l'ambassade du Royaume du Maroc en Suède et auparavant second au chef de mission au sein de l'ambassade du Royaume du Maroc en Autriche, et ce de 1995 à 1998. L'ambassadeur Souria a intégré le ministère des Affaires étrangères de la coopération internationale du Royaume du Maroc en 1982 et a assumé depuis plusieurs responsabilités, entre autres chef de la division pour l'intégration des femmes au développement, responsable de la section en charge du financement des projets de développement. De 1982 à 1995, tout en étant conseiller des affaires étrangères, elle a eu l'opportunité d'assister et de représenter son pays pendant plusieurs sessions de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Parlons ici de la Commission économique et financière, et de participer à différentes conférences régionales et internationales sur des sujets se portant à la promotion et à l'environnement, ainsi que le développement durable et la coopération avec les agences de développement des Nations unies. L'ambassadeur Souria Othmani est titulaire d'une licence en droit privé obtenue en 1978 à la faculté de droit de l'Université Mohamed V de Rabat. Elle s'est vue discerner le prix international 2017 de la culture pour une personnalité étrangère par la mairie de Prague, ainsi que la médaille d'argent du mérite du ministère des Affaires étrangères de la République tchèque. Notre deuxième invité du jour, qui est aussi notre conférencier, est M. Mohamed Zakaria Abou-Dahab, qui est professeur à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Rabat. Et le professeur était également vice-doyen et doyen de cette même entité. Il est détenteur du doctorat d'État en droit public de l'université Mohamed V de Rabat et diplômé universitaire en anglais. Il est consultant et membre de plusieurs structures de recherche, dont le comité scientifique d'études et de recherche sur la Méditerranée, la commission affaires diplomatiques et sécurité nationale de l'Association marocaine des Nations unies. Il est membre fondateur et vice-président du Centre d'études et de recherche internationale sur les politiques et de l'Observation marocaine des études stratégiques à Rabat. Il est un autre professeur associé au sein de plusieurs établissements universitaires, dont l'École nationale supérieure d'administration, l'Université internationale de Rabat, l'Université Mondiapolis, l'Académie marocaine d'études diplomatiques, l'Académie diplomatique italienne DA et l'École de guerre économique. Le professeur Abou Dahab est auteur de plusieurs publications nationales et internationales et a animé plusieurs formations, notamment en droit social, logistique, géopolitique, géoéconomie, droit international, de lutte contre la corruption et un grand nombre de séminaires, conférences au Maroc et à l'étranger, Allemagne, France, Espagne, Suisse, Pays-Bas, États-Unis, Canada, Turquie, Grèce, dont le dernier sur l'économie bleue à Djibouti. Sans trop tarder, je vais passer la parole à l'ambassadeur Othmani pour notre invité d'honneur pour son discours d'ouverture. Vous avez la parole, Excellence. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, honorable audience, je voudrais de prime abord saluer mon estimé concitoyen et éminent professeur en relations internationales et vice-doyen, M. Zakaria Abou-Dahab, et aussi remercier le non moins éminent cher Tidiane Bangoura, président du groupe de réflexion sur l'Afrique, et toute son équipe pour m'avoir invité à partager avec notre distinguée audience
quelques réflexions à l'ouverture de ce webinaire qui porte sur la région afro-atlantique, appelé, si l'on se fie aux dernières et importantes initiatives annoncées, à connaître des développements géopolitiques et socio-économiques fort prometteurs. Mesdames et messieurs, le 6 novembre 2023, voici maintenant à peine 2 mois et demi, Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc, a, durant son discours de commémoration du 48e anniversaire de la Marche verte, cette glorieuse et historique épopée qui aura permis à mon pays de récupérer ses provinces du Sud et de parachever son intégrité territoriale, Sa Majesté, disais-je, a exposé sa stratégie africaine, laquelle se décline en 2 parties. La première est le développement du littoral atlantique et la seconde est, si l'on peut la qualifier de telle, une vision développementiste du Sahel, région dont le souverain appelle au désenclavement. Le corridor sahélien est, comme chacun sait, devenu au cours des dernières années un foyer d'instabilité et de trafic en tout genre en Afrique. La solution, on le sait, ne peut pas être exclusivement militaire ou sécuritaire, elle doit plutôt se fonder sur une approche de développement commun et tous les pays concernés ainsi que le continent africain ont à y gagner, l'objectif étant bien entendu de contribuer à transformer les économies du Sahel, à améliorer la vie des populations et à œuvrer pour instaurer de la sécurité dans la région. Les stratégies royales proposées sont des stratégies inédites dans les processus de développement de l'Afrique. En ce siècle où les nations, en quête d'autres voies de progrès et de développement, s'organisent en ensembles et sous-ensembles régionaux et aspirent à davantage d'autonomie. Mais il faut savoir que les dites stratégies royales ne sont pas nées ex nihilo. Le Maroc avait en effet déjà lancé dès 2009 l'initiative des pays africains riverains de l'Atlantique, on appelle le processus des États africains atlantiques, et après de longues années de maturation et d'approfondissement, ce même processus s'est confirmé en 2022, puis en 2023 à Rabat, réunissant 21 pays africains atlantiques, lesquels ont adopté la déclaration de Rabat II. Et au terme de cette déclaration, un programme d'action a été convenu et axé autour de 3 priorités stratégiques. La première, le dialogue politique et de sécurité autour de la lutte contre le terrorisme, la criminalité transnationale organisée, la piraterie maritime et la migration clandestine. La deuxième priorité, l'économie bleue, la connectivité maritime et l'énergie. La troisième, le développement durable et la protection et la conservation de l'environnement marin. Et c'est dans la logique de cette stratégie afro-atlantique à long terme que l'idée exprimée par Sa Majesté dans son discours du 6 novembre 2023 est née. Il s'agit en l'occurrence de faire bénéficier les pays enclavés du Sahel des atouts procurés par l'océan Atlantique. L'océan Atlantique, océan de tous les défis, mais aussi espace de toutes les opportunités. À cet effet, le souverain a déclaré, je le cite, « Pour favoriser l'accès des États du Sahel à l'océan Atlantique, nous proposons le lancement d'une initiative à l'échelle internationale. Néanmoins, pour qu'une telle proposition aboutisse, il est primordial de mettre à niveau les infrastructures des États du Sahel et de les connecter aux réseaux de transport et de communication implantés dans leur environnement régional ». Fin de citation. L'atlantisme prôné par Sa Majesté n'est que multilatéralisme. D'une part pour les États atlantiques des 2 rives et d'autre part pour les États du Sahel et leur raccordement à l'Atlantique avec ces 2 rives. Le souverain a ajouté dans le même discours que son souhait est que, je le cite de nouveau, la façade atlantique devienne un haut lieu de communion humaine, un pôle d'intégration économique, un foyer de rayonnement continental et international. Fin de citation. Et depuis, les projets, chantiers et réalisations d'envergure ont suivi, se sont multipliés, se sont enchaînés sur toute la façade atlantique du royaume,
de Tanger à La Guira, autoroutes et routes express, ligne de train à grande vitesse entre Casablanca et Tanger. Bientôt, cette ligne grande vitesse sera étendue à Agadir, le grand port de Tanger-Med à l'entrée de la Méditerranée et le méga projet du port d'Akhla Atlantique en cours de construction accélérée. Et à l'international, un autre grand projet, celui du gazoduc africain atlantique Nigeria-Maroc, qui parcourra la façade atlantique du continent, du Nigeria à Dakhla, pour continuer vers le nord. Il s'agit là d'un projet structurant qui sera un levier stratégique pour l'intégration régionale et le développement économique et social pour l'ensemble des pays de l'Afrique de l'Ouest. Mesdames et messieurs, distinguée audience, c'est dans cette vision royale et dans les chantiers qui en ont découlé que peut résider l'intérêt géostratégique et géoéconomique des pays américains littoraux de l'Atlantique, dont fait partie le Canada. En effet, les enjeux géostratégiques de la réalisation d'un espace afro-atlantique n'échappent à personne, tant ils sont porteurs de perspectives prometteuses et de partenariats divers, publics, privés ou combinés, ainsi que de projets en co-développement avec les pays riverains de l'Atlantique, mais aussi avec ceux du Sahel. Le Canada, pays membre du G7 et du G20, pays qui a toujours eu dans ses priorités internationales d'apporter un soutien aux pays en développement et à relever les défis mondiaux urgents, au titre desquels la lutte contre la pauvreté, les inégalités sociales et les changements climatiques, pour ne citer que cela, le Canada peut à l'évidence et il est appelé à s'intéresser à ces initiatives courageuses et à leur apporter son soutien et son savoir-faire. Le continent africain, en particulier dans son versant ouest, est devenu l'objet de tant d'enjeux que différentes grandes puissances l'inscrivent dans leurs priorités. Le Maroc, reconnu désormais comme un modèle de développement africain, comme précurseur sur le continent africain, sur le continent en matière de développement durable et comme acteur résolument engagé dans la coopération sud-sud et nord-sud, est un partenaire fiable et raisonnable pour toutes ces puissances en recherche de hub régional. Son rôle et son action dans les deux grandes problématiques et défis de notre époque, que sont les migrations et la lutte antiterroriste, en font par ailleurs un allié et un partenaire sûr. Le Maroc et le Canada entretiennent d'excellentes relations bilatérales. En 2021, avec plus de 1,14 milliard de dollars de commerce bilatéral, soit une augmentation de 14,1% par rapport à 2020, le Maroc était le 4e partenaire commercial bilatéral du Canada en Afrique, pour ce qui est des marchandises. Cependant, bien que les entreprises canadiennes soient de plus en plus présentes sur le marché marocain, la valeur des investissements directs canadiens au Maroc est de seulement 75 millions de dollars et la valeur des investissements directs marocains au Canada n'est que de 2 millions de dollars. Cela demeure évidemment relativement faible au regard des enjeux que j'ai mentionnés et que nous examinerons certainement en détail avec notre conférencier au cours de cette soirée. Autant dire qu'il reste bien des choses latérales maroco-canadiennes dans la perspective de les raccorder à des ententes multilatérales africaines telles que l'initiative royale pour désenclaver le Sahel. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Excellence Othmani, de votre discours et merci d'avoir accepté notre invitation comme invité d'honneur pour cette session. Je vais donc passer la parole au professeur Abou Dahab. Et bienvenue, professeur. Et nous savons qu'il est maintenant minuit pratiquement passé à Rabat. Et on vous remercie de votre disponibilité. Vous commencez une session le jeudi et vous la terminez le vendredi. Alors, merci et vous avez la parole. Merci, cher
professeur, cher Tidiane, d'abord pour cette mobilisation impeccable. Et vous savez, c'est vrai, il est minuit, alors je vois 26, mais nous sommes en connexion atlantique, Atlantic Connection. Tout à l'heure, j'ai fait le calcul parce que j'ai calculé un peu la différence en termes d'heures et je ne sais pas, en faisant l'application sur Google, j'ai retenu 1 heure du matin. Donc, je m'étais dit à toute la famille, allez, dormez, moi, j'ai une conférence et c'est avéré qu'il fallait être à minuit. Mais de toutes les manières, tout d'abord, je tiens absolument à remercier son Excellence, Madame l'ambassadeur, notre ambassadeur, Soraya Othmani, qui est toujours dynamique, qui est toujours là pour on va dire, mettre en liaison beaucoup de partenaires et beaucoup d'acteurs. Au final, quand j'ai commencé à chercher sur la thématique, j'ai conclu à ce qui suit. Tout à l'heure, je suis tombé sur une déclaration en fait initiée par les États-Unis d'Amérique. Et c'était une déclaration qui a été un peu draftée, si vous voulez, en 2022, et elle a été, comme on dit, endorsed, adoptée officiellement en septembre 2023, parallèlement à la tenue de l'Assemblée générale de l'ONU, l'Assemblée, les réunions annuelles. Et quand j'ai fait un peu le mapping des pays qui en font partie, d'ailleurs le Canada en est un. Et cela constitue pour moi une entrée en matière extrêmement intéressante. Et je vais vous dire pourquoi je me suis intéressé à cette déclaration, d'ailleurs, qui m'a ouvert l'appétit sur le plan intellectuel pour faire un peu les combinaisons sur le plan géostratégique, géoéconomique, géopolitique, etc. Je sais que le temps est très court pour parler de cette initiative, mais j'aimerais quand même vous dire que les Canadiens sont aussi intéressés que les Marocains par la création d'un espace atlantique de partage en vue de faire face, entre autres, à beaucoup de problématiques, notamment la dépollution, notamment la lutte contre le changement climatique, notamment en ce qui concerne la lutte contre des phénomènes de changement qui impactent les écosystèmes. Et finalement, si on a un problème, par exemple, de fleurs d'algues, ça peut muer et se développer et atteindre les côtes canadiennes. Donc, au final, finalement, comme le disent les géopolitologues, il faut transformer l'espace atlantique et passer de la géographie à la géopolitique. C'est cela, en réalité, l'enjeu fondamental. Plus de 34 pays font partie de l'initiative américaine, évidemment qui vient s'adosser à l'initiative marocaine. Et ce n'est pas un hasard si cette initiative américaine a été lancée en septembre 2023, puisqu'il s'agit, comme on le dit en géopolitique, the great game. C'est véritablement un grand jeu qui se déroule devant nos yeux et qui, en fait, se constitue. Je ne vais pas rentrer dans des considérations géostratégiques. La Russie, la Chine. Non, focalisons-nous d'abord sur cette initiative, évidemment. C'est l'œuvre, ça a été dit par son Excellence, Madame l'ambassadeur, de Sa Majesté, qui non seulement il s'est contenté de traiter de pays riverains de l'Atlantique, ils ont été généreux, enfin, ils ont été chanceux parce que dont de ciel, ils ont bénéficié d'un accès à l'Atlantique, mais d'autres, malheureusement, enclavés, mais ce n'est pas leur destin. Il fallait à ce moment-là faire appel à une certaine générosité en termes d'esprit et de cœur, et ça a été encore une fois rappelé par Madame l'ambassadeur, le 6 novembre, qui pour nous est une date de commémoration d'une épopée, à savoir la Marche verte, 6 novembre 1975, et c'était donc je pense, le 48e anniversaire, et c'est là où officiellement notre souverain avait déclaré que désormais, le Maroc offre toute sa logistique, ses infrastructures aux pays sahéliens afin qu'ils puissent en bénéficier et en même temps accéder à l'Atlantique, car on le sait, le commerce international passe fondamentalement par le maritime, et donc il s'agit du Tchad, le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Alors ça, c'est une entrée en matière. J'ai parlé de la déclaration américaine, elle est extrêmement importante et véritablement, c'est un texte donc, qui est officiel. Il constitue la base d'une réflexion pour conjuguer les efforts de part et d'autre, car c'est comme si j'ai commencé en fait par la conclusion. Je voulais directement vous mettre un peu dans l'ambiance géopolitique générale, car il y a aujourd'hui des mécanismes
qui ont été mis sur pied. Les États-Unis avaient même nommé une sorte d'ambassadeur chargé de donner corps à cette initiative. Et quand on voit un peu le mapping, on voit le Maroc véritablement, il est au centre de la réflexion, mais il y a des pays, United Kingdom en fait partie, le Portugal en fait partie, l'Espagne en fait partie, Islande en fait partie. Évidemment, toute la bande atlantique, pour le moment, bon, on peut aller du Maroc jusqu'au en Angola, la Namibie ne fait pas partie de l'initiative américaine et l'Afrique du Sud. Mais là, c'est une autre problématique. Alors, permettez-moi, mesdames et messieurs, mais rapidement, comme je n'ai pas suffisamment de temps pour vous donner un peu tous les éléments concernant cette initiative. Évidemment, il s'agit de parler de cette façade atlantique. Officiellement, donc le processus ayant été lancé, on va dire les racines, c'était en 2009, et désormais, il a pris cette appellation diplomatique qui s'appelle le processus des États africains riverains de l'Atlantique. Les efforts ne sont pas venus de rien. Rapidement, je vais dire une chose. Sur le plan de la réflexion doctrinale, le débat a commencé au Maroc en 2004. Et c'était le Haut Commissariat au Plan qui en a été l'un des initiateurs aux côtés d'un think tank de renom chez nous qui s'appelle l'OCP Policy Center for the New South d'ailleurs. Il était un peu, on va dire, précurseur de la réflexion sur ce Sud global. 2004 et au-delà, and beyond, jusqu'à 2009, il y a eu le premier contact ministériel officiel de cette initiative qui donc n'est pas venu de rien parce que pour le Maroc à l'époque, il réfléchissait à, on va dire, d'abord préparer son retour triomphal à l'Union africaine, mais également créer un espace d'échange, de partage et d'intégration sud-sud. Et ainsi de suite. Progressivement, il y avait des rencontres en 2010, 2011, 2012, mais le point de départ véritable n'est autre que la première réunion ministérielle, au sens vrai du terme, qui s'est tenue à Rabat. C'était en 2022. Et puis en 2023, il y a eu 2 réunions successives, dont la dernière, celle de, je pense, de juillet, et qui avait annoncé un certain nombre de piliers qui constituent, si vous voulez, d'abord, dans un premier temps, un peu le contenu de cette initiative ambitieuse. Et cher Tidiane, tout à l'heure, a parlé de l'économie bleue. Bon, quand j'étais à Djibouti, on a parlé de ça. En fait, l'économie bleue fait partie des piliers de cette initiative. J'ajouterai, s'il vous plaît, peu de gens savent qu'en 1989, déjà, il y a eu une conférence ministérielle qui a donné naissance à une organisation internationale intergouvernementale qui s'appelle la COMHAFAT, c'est-à-dire officiellement la conférence ministérielle sur la coopération halieutique entre les États ou les pays africains riverains de l'Atlantique, dont le siège est à Rabat. Et en 1991, c'était réellement le début du fonctionnement de cette organisation. Vous pouvez même le consulter sur Internet. Il n'est pas très médiatisé, mais c'est quand même une organisation qui regroupe cette fois-ci 23 pays, y compris la Namibie, y compris l'Afrique du Sud. Et vous n'êtes pas sans savoir combien le secteur de la pêche constitue aujourd'hui une source de subsistance et de sécurité alimentaire pour beaucoup de pays. Je pourrais citer le Sénégal, je pourrais citer la Gambie, la Mauritanie à côté de nous, etc., etc. Et si vous voulez, aujourd'hui, nous sommes dans une démarche un peu plus holiste. Le Maroc veut véritablement travailler selon cette démarche globale et intégrée, en incluant toutes les dimensions et en même temps en essayant d'aller vers un peu les causes des problématiques. On parle immigration, il ne s'agit pas de faire du symptomatique, mais aller de façon étiologique, traiter les racines de l'immigration, optimiser l'espace atlantique pour créer des opportunités d'emploi pour les jeunes, parce que quand on parle de l'économie bleue, c'est d'abord un concept qui aujourd'hui ferait sa voix dans les sciences économiques et dans la géoéconomie. Ça pourrait être, encore une fois, source de revenus, d'investissements, faire l'attraction des investissements, commerce maritime, le tourisme maritime, toutes les activités subaquatiques, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors ça, c'est le premier point. Je voulais tout simplement vous rappeler le contexte et les racines de cette initiative qui, aujourd'hui, est en accélération. Deuxième point, parce que j'ai à peu près 5 points de façon très synthétique pour rester dans les, ou sur les 15 minutes qui m'ont été imparties, il y a eu une sorte de relance, de redynamisation de cette réflexion qui a été initiée au Maroc, je vous l'ai dit, à partir de 2004,
Pourquoi? Parce que tout simplement, quand on fait un peu la réflexion combinée ou conjuguée, on voit par exemple au niveau de notre organisation continentale, à savoir l'Union africaine, dont le Maroc était membre fondateur en 63, qui s'est transformé définitivement en 2002 en Union africaine. Le Maroc, on est revenu en 2017. Il y a l'agenda 2063, par exemple, qui traite de questions en rapport avec la sécurité alimentaire, avec la protection des écosystèmes qui sont déjà très impactés par le changement climatique, avec des questions liées à l'accès à l'Atlantique, à des pays comme les pays sahélo-sahariens. D'ailleurs, j'ai oublié de mentionner que la déclaration ministérielle de 1989, qui a servi de base à la création de l'Organisation sur la coopération halieutique, déjà prévoyait des possibilités, vous pouvez le vérifier, aux pays enclavés d'accéder à l'Atlantique. J'ajouterai également, en tant que juriste qui a travaillé un peu sur le droit de la mer, entre autres, la Convention de Montego Bay 1982 sur le droit de la mer, ce qu'on appelle la Charte des océans, également a prévu des possibilités de ce genre. La question, pourquoi les pays atlantiques africains n'ont pas pris l'initiative comme celle que Sa Majesté avait prise ou lancée pour permettre à ces pays de bénéficier des ressources maritimes et en même temps au moins créer des corridors ou des couloirs pour accéder à l'Atlantique. C'est cela en réalité le paradigme royal qui consiste à faire du partage, à inscrire l'humain au cœur des dispositifs et puis en même temps, on va dire le thème principal du Maroc, c'est l'appropriation des possibilités de développement lancer, comme le disent les anglophones ou les anglo-saxons, empowerment, on le dit en ce qui concerne les questions de genre. Cette fois-ci, on pourrait étendre à la réflexion sur l'appropriation des ressources et l'Afrique aux Africains. Ça, c'est extrêmement important. Coopération sud-sud, co-développement, co-investissement, co-partage, etc. Troisième point essentiel, encore une fois, je le fais un peu de façon très synthétique, ce sont les configurations et les formats. Depuis quelque temps, un secrétariat permanent a été mis sur pied en ce qui concerne le processus des États africains riverains de l'Atlantique, dont le siège est à Rabat. Il y a ce qu'on appelle un comité des fonctionnaires ou des hauts fonctionnaires, parce qu'il est demandé aux pays concernés, surtout pour ce qui est des États enclavés, d'abord de créer une sorte des points focaux, c'est-à-dire des task force pour se pencher sur les éléments et le contenu de cette initiative, parce que c'est vrai, ça a été rappelé d'entrée de jeu par M. Tidiane, il faut donner du contenu à cette initiative, mais on ne peut pas s'empêcher de rappeler les disparités, les problématiques, etc. Mais ce n'est pas infranchissable. On peut tout simplement, grâce à des appuis internationaux et à des partenariats intelligents et synthétiques, créer des possibilités de joint venture entre cette initiative donc marocaine, mais étendue au niveau de l'espace africain-atlantique, avec d'autres partenaires comme le Canada, comme les États-Unis, Royaume-Uni, en termes de raccordement électrique, etc. Et Madame l'ambassadeur a cité quelque chose d'extrêmement important, qui, à mon sens, pourrait trouver sa place dans cette initiative. C'est le projet titanesque du gazoduc entre le Nigeria et le Maroc, qui a été lancé en grande pompe politiquement par Sa Majesté le Roi et l'ancien président nigérian Buhari, c'était en 2016, à la suite d'une visite de Sa Majesté. Et rien que hier ou avant-hier, il y a eu une rencontre entre responsables marocains et nigérians pour accélérer le processus. Et Sa Majesté, il y a 2 jours, a eu une conversation téléphonique avec l'actuel président du Nigeria pour lancer, comme on dit, faire la première pioche de ce projet qui va concerner non seulement les pays membres de la CEDEAO, c'est-à-dire la communauté des États africains, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, dont le Maroc a le statut d'observateur, il faut le rappeler, mais également à des pays européens comme l'Espagne, le Portugal, etc. Vous pouvez multiplier ou plutôt saisir ou identifier les impacts positifs qui vont être résultés si ce projet est réalisé sur tous les pays riverains de l'Atlantique, de l'Afrique de l'Ouest, mais également par extension les pays enclavés. Quatrième point, évidemment, les enjeux et les défis sont immenses, nombreux en termes de financement, en termes de faisabilité, en termes d'infrastructures, etc. Mais de toutes les manières, aujourd'hui, le projet étant impulsé, première réaction que nous avons, on va dire,
noter, c'est l'acceptation positive de tous les pays d'abord enclavés et les autres qui ont tout simplement exprimé leur soutien à ce projet considérable et titanesque. Et les défis, véritablement, ne sont pas limités, ce sont des défis qui sont ouverts. Alors, je vais éviter de discuter de questions géostratégiques, l'endiguement de la Chine, la vision américaine, AUKUS, c'est-à-dire ce pacte qui a été passé entre les États-Unis, l'Australie et United Kingdom pour, soi-disant, limiter les ambitions chinoises au niveau de l'océan Indien, ou encore limiter un peu les ambitions chinoises en ce qui concerne les routes de la soie, etc., parce que les routes de la soie passent aussi par le maritime, et également la Russie qui est très présente. D'ailleurs, je note que récemment, il y a à peine un mois, il y a eu un forum entre la Russie et les pays arabes au niveau de la Ligue arabe et que le Maroc avait abrité puisque c'est un État qui fait partie de la Ligue arabe. Donc déjà, ce sont des enjeux ou des défis qui sont imbriqués, mais l'essentiel, je l'ai dit d'entrée de jeu, moi il me semble que l'espace atlantique aujourd'hui, classé deuxième au niveau mondial après l'océan Indien, devient un grand espace de jeu géopolitique, mais en même temps une source d'énormes opportunités qui pourraient véritablement contribuer, d'abord évidemment à pacifier cet espace, il y a des problématiques de piraterie maritime, de crimes transnationaux organisés, terrorisme, golfe de Guinée, etc., mais également il faut voir le bon côté. On a parlé de l'économie bleue rapidement, mais il y a d'autres questions liées à la protection de l'environnement, développement durable, etc. Le dernier point, à mon sens, c'est, pour laisser la place au débat, quel potentiel d'intégration et d'interconnexion. Alors, déjà, j'ai trouvé qu'il y a un processus atlantique qui n'est pas similaire, mais c'est un processus qui a sa singularité et que le Maroc a rejoint dernièrement en septembre par d'ailleurs le secrétaire permanent du processus de Rabat, donc les États africains riverains de l'Atlantique, c'est le processus atlantique portugais. Et surtout, cette déclaration américaine, alors officiellement, c'est Declaration on Atlantic Cooperation, endorsed in September 18 last year, in September. Donc, parallèlement à la tenue de l'Assemblée, la réunion annuelle de l'Assemblée générale de l'ONU. Donc, il y a énormément de possibilités de connexion, à mon sens, de partenariat. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes encore à l'étape de la structuration, de l'institutionnalisation, mais l'impulsion en a été donnée. Moi, je crois aujourd'hui, il y a un processus mondial qui a l'allure d'une tendance lourde, comme on dit en prospective. C'est la littoralisation, la littoralisation. D'ailleurs, même les géographes le soulignent, la tendance des humains à se rapprocher de la mer, parce qu'aujourd'hui, les océans couvrent presque 70% de la surface du globe, mais en raison de l'interconnexion des pays, des problématiques environnementales, changement climatique, etc., on ne peut pas résoudre seul des problématiques. Vous prenez par exemple un exemple concret, et je conclus, la migration des stocks de poissons ou les stocks chevauchants. Vous prenez le thon, le saumon, des questions de pollution, etc. C'est la responsabilité de qui? Eh bien, de tous les États du monde, comme on dit, parce que ce sont des droits de solidarité, mais faisons en sorte que cet espace atlantique, africain, mais également américain, au nord et au sud, puisque les pays de l'Amérique latine en font partie, désormais de cette big reflection, le Brésil, l'Argentine et les autres, moi je crois qu'il s'agit d'un chantier d'avenir et j'étais véritablement très passionné par cette initiative royale qui se conjugue à d'autres et qui fait donc du Maroc au cœur de transformations qui s'opèrent aujourd'hui au niveau non seulement de notre continent, mais au niveau de l'espace atlantique de proximité, parce que, à mon avis, il ne s'agit pas non plus de s'enfermer dans des logiques, on va dire, cloisonnées, mais connecter, par exemple, l'Atlantique avec la Méditerranée, parce qu'il y a également des acquis en la matière, dans le cadre d'une relation traditionnelle très ancrée entre le Maroc et l'Union européenne, ce qu'on appelle l'euro-méditerranée. Mesdames et messieurs, Excellences, chers
professeur Tidiane, je suis peut-être désolé si j'ai trop écourté les choses, mais je sais que time is precious et je sais que nos amis avec IES et IS, les Canadiens, peut-être s'intéresseront à ce projet du moment que je leur avais dit d'entrée de jeu que désormais, ils sont impliqués dans cet espace atlantique juridiquement parce qu'ils avaient endorsé ou ils avaient entériné le Canada officiellement la déclaration sur la coopération atlantique, faisant en sorte, comme l'a invité notre cher ambassadeur, de joindre l'utile à l'agréable et travailler sur des questions mollo-mollo de façon très pragmatique, très concrète, parce qu'au final, comme le dit la sagesse indienne, on n'hérite pas la terre de nos ancêtres, mais on l'emprunte de nos enfants. Merci de votre attention. Merci beaucoup, professeur Abou Dahab, de cette excellente présentation qui nous permet, qui nous donne des idées assez claires, des informations assez substantielles sur cette communauté qui est en train de se former. Nous avons juste peut-être 12 minutes, pas beaucoup. Je vais donc essayer de vous poser quelques questions pour avoir beaucoup plus d'informations, pour permettre à notre audience de mieux comprendre ce qui se passe. La première question, évidemment, c'est, puisqu'on parle là d'une institution, je dirais, quels sont les pays réellement intéressés par cette initiative et ont-ils exprimé leur intérêt par rapport à ce projet? Alors, effectivement, il y a eu des réactions positives exprimées par des déclarations adoptées par des pays à la suite précisément du lancement de cette initiative. D'ailleurs, on pourrait le palper à la suite de la première réunion ministérielle qui s'est tenue à Rabat, c'était en 2022, une autre s'est tenue également en 2022, et la dernière en 2023. Donc, par le nombre des participants. Dernière réunion, celle de juillet 2023, a vu la participation de pas moins de 22 pays, ce qui est une traduction, à mon sens, très concrète, éclatante, de l'adhésion au moins politique à cette initiative. Évidemment, nous sommes encore au début. Il va falloir passer à l'institutionnalisation progressive. Je l'ai dit, il y a un secrétariat permanent, il y a des points focaux qui ont été mis sur pied. L'intérêt, il est un peu contrasté, mais je crois que le Maroc aussi a un rôle à jouer en matière de catalysation, si vous voulez, de ce processus. Donc, c'est un processus qui va avec des vitesses un peu variées. Si je fais la connexion entre ce projet, cette initiative et le projet du gazoduc, vous prenez le projet du gazoduc, parce que le projet du gazoduc, il est un projet atlantique, précisément. Vous avez le Sénégal qui a officiellement signé le projet. La Mauritanie également avait officiellement signé. Le Nigeria avait également signé, parce que c'est un projet qui est offshore, et donc par conséquent, il va emprunter la voie maritime, et ainsi de suite, sans parler des États sahéliens. Récemment, ils étaient à Rabat, il y avait les ministres des Affaires étrangères, notamment de ces pays, qui ont tour à tour porté la voix de leur chef d'État en adhérant politiquement et avec intérêt et énergie à cette initiative lancée par Sa Majesté le 6 novembre 2023. Donc, j'ai cité le Tchad, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Et Dieu merci, avec ces pays, le Maroc a gardé des liens traditionnels ancrés très forts avec du bilatéral qui a commencé depuis très longtemps d'ailleurs, très très longtemps. Rien que récemment, aujourd'hui même, à Dakhla. Alors, je vous invite à venir visiter Dakhla d'ailleurs, hein, pour profiter des lagunes et du soleil et de la mer. Le ministre des Affaires étrangères de la Gambie a rencontré son homologue, son Excellence, ministre des Affaires étrangères, M. Nasser Bourita, et ils ont conclu un certain nombre d'accords, pas moins de 11 accords, parce que nous sommes liés fortement à ce pays, donc la Gambie, et que donc la Gambie, évidemment, est extrêmement motivée par ce projet, parce que ça va lui permettre, entre autres, de se désenclaver. Bon, c'est un pays qui est riverain de l'Atlantique, certes, voisin du Sénégal, on le sait, mais les relations du Maroc avec l'ensemble des pays de l'Afrique subsaharienne, notamment l'Afrique de l'Ouest, au-delà du commerce, de l'économie, ce sont des relations qui sont spirituelles, des relations qui sont religieuses,
parce que il y va du maintien et de la consolidation, si vous voulez, un peu des racines du Maroc. Et les racines du Maroc sont fondamentalement africaines, comme aimait à le répéter Feu le roi Hassan II, que Dieu aime son âme en sa sainte miséricorde. Et dans ce contexte, professeur, quelle est la place? Je vais combiner trois questions en une, vu le temps qui nous est imparti. Premièrement, quelle est la place des pays enclavés par rapport à cette initiative, notamment les pays sahéliens? Vous en avez parlé, mais j'aimerais en savoir beaucoup plus. Ensuite, il y a la forme institutionnelle de cette initiative qui est en train de grandir. Et la troisième question, qu'en est-il du financement? Oui. Pour la place des États sahéliens enclavés, ce sont d'abord des États dont la configuration se ressemble et qui, il faut le rappeler aux chers participants, qu'ils avaient à un moment donné pensé à mettre sur pied ce qu'on appelait le G5, le groupe G5 Sahel, c'est-à-dire les 4 pays plus la Mauritanie. Et c'est un groupement qui a été plus ou moins relâché en raison de la crise entre notamment la France et certains pays du Sahel, notamment Burkina Faso, Niger, etc. Et ceci dit, il faudrait aussi rappeler, parce que je dois quand même dire qu'il y a une organisation peu connue, elle est régionale ou subrégionale, elle s'appelle la CENSAD. Alors la CENSAD, c'est la communauté des États sahélo-sahariens. Et c'est une organisation qui est considérée par l'Union africaine comme étant une communauté économique et qui regroupe plus de 23 pays déjà. Le Maroc en fait partie, aux côtés d'autres, mais pas l'Algérie. Hein. L'Algérie ne fait pas partie de cette organisation. Sachant bien que l'espace sahélo-saharien, c'est un espace, certes, qui est connu ou qui traverse un certain nombre de perturbations à la suite de la déliquescence de l'ancien régime en Libye en 2011, dissémination des armes, etc., groupes terroristes et ainsi de suite, voire même l'État l'État islamique au Grand Sahara, voilà, parce que c'est une mutation, une métamorphose même de Daesh ou ISIS en anglais, a trouvé refuge dans ces pays qui parfois sont considérés comme étant des pays vulnérables. Bref, aujourd'hui, ces pays-là, sahélo-sahariens, pensent à remplacer des structures qui ont été frappées d'évanescence et considèrent désormais aujourd'hui qu'ils ont donc non seulement l'opportunité ou la possibilité d'accéder à l'Atlantique, mais moi je crois cette opportunité pourrait être même traduite en une sorte de droit d'accès, ce qui permet au moins de les considérer comme partie prenante. Et j'ai cité entre autres des conventions qui avaient dans leur temps ou en leur temps pensé à les associer à cette démarche. J'ai cité en premier lieu la convention de Montego Bay, puisque historiquement, elle a précédé le processus de Rabat. La convention de Montego Bay, donc de 1982, malheureusement, je l'ai dit, aucun pays riverain de l'Atlantique n'avait aménagé cette possibilité, ou encore méditerranéen. Oui, ils peuvent même accéder aussi à la Méditerranée. Vous prenez le Tchad, pays limitrophe à la Libye ou avec la Libye. Il y avait la bande d'Ozo, 88, etc. Et l'Organisation sur la coopération halieutique également prévoit cela. Et aujourd'hui, il fallait l'initiative de Sa Majesté le roi Mohamed VI, à la suite du retour du Maroc à l'Union africaine en 2017, préparation d'un certain nombre de conditions préalables en vue de choisir l'opportunité géopolitique pour lancer cette initiative. Et donc, je considère aujourd'hui qu'il y a des reconfigurations au niveau de l'espace sahélo-saharien. Le Maroc même, je le rappelle, avait participé parfois à des réunions du G5, voire même à des actions pour lutter contre le terrorisme. Et d'ailleurs, je rappelle qu'avec les Américains et même les Canadiens également, dans l'opération dite African Lion, chaque année, le Maroc y participe et l'opération se déroule au Maroc. Et on associe parfois aussi des États sahéliens. Tout cela pour dire qu'ils ont toute leur place au niveau de l'initiative et je crois que ça va leur permettre de créer de nouvelles opportunités géopolitiques. Financement, évidemment, c'est un aspect qui est extrêmement important. Tout cela va lancer ou pousser l'ingénierie financière à imaginer des possibilités de financement de telles initiatives. Déjà, le Maroc, généreusement, dit qu'il met à disposition toutes ces infrastructures. Son Excellence, Madame l'ambassadeur, a cité le projet titanesque
du port atlantique à Dakhla. Il va changer la configuration et la physionomie des échanges. Il y a également la mise en valeur du passage El Guergarat qui nous lie territorialement à la Mauritanie. Évidemment, vous savez, les marchandises irriguent l'Afrique de l'Ouest. On peut parler du port de Casablanca, du port d'Agadir, Saouira, une ville très chère à Madame l'ambassadeur, bien entendu, à Tanger et ainsi de suite. Ça, c'est important. On peut mobiliser des fonds en provenance de l'Union européenne. On peut également mobiliser des fonds en provenant de la Banque mondiale, parce que c'est la lutte contre la pauvreté, c'est la préservation des écosystèmes, c'est la préservation du monde subaquatique, la Banque africaine de développement, des fonds arabes. Et je voudrais rappeler rapidement, parce que je ne voudrais pas être trop bavard, que lors de la visite de Sa Majesté le roi Mohammed VI en Émirats arabes unis, Abu Dhabi, exactement. Alors, le chef de l'État des Émirats arabes unis a officiellement adhéré à l'initiative du processus des États africains riverains de l'Atlantique, parce que ça fait partie d'une déclaration finale. Et les Émirats arabes unis, non seulement financièrement, mais géopolitiquement, sont aussi intéressés par ce qui se construit au niveau de cet espace. Et ils ont vu grand. Bien entendu, ils savent très, très bien qu'ils ont aussi besoin d'ouverture géostratégique. Et déjà, aujourd'hui, donc, on peut compter progressivement le nombre d'appuis venant non seulement d'institutions internationales, mais également d'États qui, après leur calcul géostratégique, ont considéré que c'est une initiative à haut coefficient géostratégique. Merci, merci, professeur. Avant de clore, nous avons juste 2 minutes. Si en 1 minute, vous pouvez nous parler peut-être du, des scénarios d'évolution pour l'institutionnalisation. En quelques mots, quand est-ce que vous pensez que cette initiative, cette organisation sera vraiment opérationnelle? En 1 minute, si vous pouvez. Merci. Alors, on va conclure sur un ton TON, de sagesse, certainement. On partage, nous, c'est la culture africaine qui nous rappelle toujours cette appartenance à un continent qui est aussi plein de sagesse. Moi, je vais citer quelqu'un. Il semblerait qu'il s'agissait d'un commandant ou d'un capitaine du maritime. Il avait dit, je résume, le pessimiste craint la tempête. L'optimiste espère des vents favorables. Le réaliste ajuste les voiles. Comme nous sommes en mer, on va dire bon vent et bon mer, ajustons les voiles. Et je crois que c'est un projet qui est réaliste. Et il me semble que Molo Molo, il ferait savoir, il se constitue certes, il y aura tellement de défis, parfois peut-être des résistances, ça va de soi. Mais lorsqu'on va palper les premiers résultats tangibles de cet investissement d'une portée non seulement continentale, mais intercontinentale, je crois qu'il va gagner en ampleur et en visibilité. Merci beaucoup, professeur C'est moi. Aboud Dahab. Merci, Excellence Othmani. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et je vous remercie éperdument au nom du Conseil international du Canada pour cette mise à jour qui nous permet d'en savoir plus sur les développements dans la façade atlantique de l'Afrique. Merci à vous. Un projet qui certainement ouvre des voies sereines pour une coopération internationale à grande échelle. Je tiens à remercier nos collègues du Conseil international du Canada pour tous les efforts déployés dans l'organisation de cette session. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Merci. Je vous souhaite une bonne santé et selon l'endroit où vous vous trouvez, une bonne journée et une bonne après-midi, une bonne nuit. Et je tiens aussi à spécifier que cette session a été enregistrée vu le décalage horaire et nous avons la possibilité de poster ceci sur le site du groupe, du Conseil international du Canada, mais aussi sur le site du groupe de réflexion pour l'Afrique. Merci à tous et à la prochaine. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci.